après, mais oui. Conseiller d'affaires principal, représentant de métier, à accompagner des entreprises dans leur transformation numérique, donc que ce soit par des audits numériques, des sélections de systèmes, des supports à implanter ces systèmes-là, et de plus en plus tout ce qui touche l'intelligence artificielle. Puis c'est quand même quelque chose qu'on va effleurer aujourd'hui. Donc, mon expertise à moi, elle consiste surtout à mettre nos clients, ou plutôt permettre à nos clients de remplir ou de combler leurs ambitions par le numérique. Puis ça, ben, ça a toutes sortes de saveurs selon les entreprises. Puis c'est le rôle qu'on a à la BDC. René? Merci François. René Vargas aussi de la BDC. 35 ans plus en technologie principalement. Même chose à aider des entrepreneurs comme vous à se préparer, à adopter et à mettre en place des solutions technologiques, numériques pour vous aider à mieux gérer vos entreprises, vos magasins et à la BDC depuis 8 ans. Parfait. Merci, René. Donc, avant de passer au webinaire numéro 2, on va peut-être faire un petit retour sur le webinaire numéro 1. Je sais il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient déjà là, là. Mais partir du bon pied, là, quand on parle du numérique, c'est quoi en fin de compte, là? C'est une évolution qui passe par l'ensemble des fonctions d'une entreprise. On a souvent tendance à associer technologie à logiciel, mais on a vu lors du webinaire 1 que c'est pas juste de la technologie, c'est juste une façon plus simple de gérer votre commerce en mettant l'accent sur l'expérience client, l'efficacité opérationnelle et la valorisation des employés. Les humains dans la technologie, c'est très important parce que la réticence au changement et le fait de ne pas vouloir utiliser cette technologie-là, ben, ça fait en sorte que tous nos investissements deviennent que des dépenses, puis c'est ça qu'on veut éviter. Donc, toujours garder en tête les gens, nos clients, nos fournisseurs, nos employés dans l'exercice. L'idée, c'est de commencer petit, puis de progresser étape par étape, de ne pas essayer de tout numériser d'un coup. Donc, d'identifier les tâches qui causent le plus de pertes, le plus d'erreurs, qui sont les plus coûteuses pour vous, puis automatiser là où ce que ça compte le plus. Donc, c'est d'y aller vraiment petit pas par petit pas, puis c'est un gage de succès dans ce temps-là. On a vu que les données sont aussi un atout stratégique. C'est d'y aller, de mieux comprendre vos clients. Ça va vous permettre d'optimiser vos opérations, puis de planifier vos équipes, ajuster les prix. En tout cas, il y a toutes sortes d'éléments que les données vont vous permettre de faire. C'est un processus progressif. Il ne s'agit pas d'acheter immédiatement tout ce qui coûte le plus cher, puis ce qui fait le plus. Faire autrement dit, acheter ce qui fait le plus de sens pour vous ou intégrer ce qui fait le plus de sens pour vous. On dit souvent, pas besoin d'acheter une Cadillac quand on a besoin d'une Chevrolet. Donc, c'est souvent ce concept-là qu'il faut comprendre. Puis, oui, il y a des enjeux qui existent aujourd'hui dans vos opérations et aussi à l'implantation de ces solutions-là. Mais la technologie est en évolution constante. Les outils sont de plus en plus faciles à utiliser. La plupart viennent souvent avec des versions gratuites ou semi-gratuites où on peut tester. Donc, l'idée, c'est d'y aller comme ça. Puis, quand on parle d'intelligence artificielle, ben, de plus en plus, on s'en va vers ça. Il faut juste comprendre que l'intelligence artificielle, c'est pas une panacée en soi. Ça nous prend des données à la base. Puis, ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est en gros, là, c'est la technologie, ça existe. Ça n'a pas à vous faire peur, mais en même temps, il faut juste être réaliste de la manière qu'on les adresse, puis qu'on les incorpore dans nos opérations. Une René? des, si une des premières choses qu'on fait, c'est de bien s'assurer qu'on comprend où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, pour cela, on a une méthode d'évaluer le niveau de maturité numérique aujourd'hui. Donc, je vais vous inviter tantôt à participer, à répondre dans le chat, à mettre votre niveau de maturité. Il y a 5 niveaux. Je vous explique les 5 niveaux. Le premier niveau, c'est que on n'a pas de processus de défini. Vous savez, un processus, ça a un processus où on donne des tâches, des activités pour faire de quoi. Et donc,
quand on a une maturité qui est très basse, au niveau 1, c'est qu'on n'a pas de processus de défini. Le travail est effectué d'une manière manuelle, souvent sur papier, et il y a très peu d'usage des données, parce que souvent, les données sont pas dans la même application ou dans le même endroit. Numéro 2, c'est que il y a des processus de base qui existent, mais ne sont pas documentés. C'est dans la tête de quelqu'un, et c'est ce qu'on trouve des fois. Il y a des systèmes fichiers, beaucoup d'Excel des fois, et la plupart des données ne sont pas stockées d'une manière centralisée. Donc, ici, dans le niveau 1 et 2, on retrouve la majorité des entreprises au Canada, au Québec. Troisième niveau, c'est plus où les processus sont maintenant à l'échelle de votre commerce. Et donc, on a défini déjà un processus. Il peut être documenté. Par contre, des fois, on trouve qu'il y a peu de formation et les systèmes qu'on utilise ne sont pas trop branchés. Donc, on a des systèmes quand même, mais il y a des processus qui existent derrière. Quatrième niveau, c'est où les processus sont clairs, c'est standard dans tout votre commerce ou entreprise. On applique même des normes type ISO. Tout le monde est formé, tout le monde est conscient, tout le monde connaît le processus et les solutions numériques sont pas mal intégrées et l'information est utilisée d'une manière. Mais par contre, ici, à ce niveau-là, il manque encore de profondeur au niveau de la gestion de data ou l'information. Et le cinquième niveau, qui est un peu rare au Québec et au Canada, c'est que les processus sont automatisés déjà. Ils sont dans des applications où on automatise les processus, on automatise la saisie de l'information. Tous vos systèmes sont intégrés et il devient très facile d'avoir la vue exacte live, jour à jour. Donc, avec ces définitions, je vous invite à participer dans le chat et s'il vous plaît, rentrez où est-ce que vous vous placez aujourd'hui. Je vous donne une minute. Soyez pas gênés, là. Il y en a Il n'y a pas beaucoup, de même mauvaise sur les réponse. niveaux Ouais. 1, 2. C'est ça, exactement. Donc, il y a des gens qui tapent. Alors, Karina, elle est au niveau 4. On a Louis qui est au niveau 2. Yann au niveau 2 aussi. On dit tout le temps, la majorité des entreprises au Québec, c'est 1, 2, peut-être 20% à 3, puis 4, 5, c'est extrêmement rare. Donc, être 2, là, c'est pas gênant à quelque part, là. C'est la norme. C'est la majorité. C'est ça. Et donc, un plan numérique va nous aider à faire le saut de 1 à 2, de 2 à 3 et 4 et 5. Et ça prend du temps. C'est quelque chose que on fait pas un jour à l'autre. Il faut le planifier et on l'exécute. On priorise, c'est ce qu'on veut faire. Et ça peut prendre, des fois, ça prend des années. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse ici. On peut aller à la suivante, Charlotte. Où il y a Oui, des gens encore qui oui, répondent. on peut continuer. Il n'y a Ah, pas eu d'autres réponses, donc vous OK, pouvez continuer. parfait. Donc, si on parle des caractéristiques du nouveau monde des entreprises, les outils numériques vous aident à mieux décider, analyser et collaborer avec vos fournisseurs en temps réel. Donc, ce n'est pas juste un plus, c'est ce qui permet de garder le contrôle et de rester compétitif, même pour un petit commerce. Ça fait partie de tout ça. Donc, quand on parle d'agilité permanente, les outils numériques vont vous permettre de mieux décider et plus rapidement parce que les données sont toujours à jour. On n'a pas besoin d'attendre des rapports de fin de journée, de fin de semaine ou de fin de mois pour prendre ces décisions-là. Les données sont en temps réel. Quand on parle de connectivité, c'est que ça facilite la collaboration.
entre vous, à l'interne du commerce, bien sûr, mais avec vos fournisseurs, avec vos partenaires et même avec vos clients. Tout le monde va travailler avec la même information, ce qui va venir faciliter beaucoup la prise de commande, l'achat, les soumissions et ainsi de suite. Euh, L'idée, c'est de toujours être en mode d'apprentissage continu, puisque grâce aux données et plus tard à l'intelligence artificielle, vos entreprises et vous-même, vous allez pouvoir vous améliorer en continu, mieux planifier vos stocks, mieux planifier vos livraisons, mieux planifier vos horaires entre vos employés pour s'adapter aux pics qui peuvent arriver dans une journée ou dans une semaine. Quand on parle de transparence de bout en bout, c'est-à-dire qu'on est capable, avec le numérique, de créer une chaîne continuelle entre vos fournisseurs et vos clients, avec vous au milieu, qui agit comme un intermédiaire finalement entre les fournisseurs de vos produits puis vos clients. Puis, les résultats de tout ça, c'est qu'il y a moins de surprises, moins d'improvisation, puis plus d'efficacité au quotidien. Donc, si je résume, là, quand l'information elle circule bien entre tous les intervenants, mais les décisions sont forcément meilleures, puis votre commerce finit par respirer, à profiter et à s'opérer de façon optimale. Donc, René. Oui. Donc, la bonne nouvelle pour faire ou débuter une planification numérique, c'est que on n'a pas besoin d'un gros plan compliqué. Il faut tout d'abord se poser quelques questions. Première question, est-ce que vos outils de base fonctionnent bien? Quand je dis vos outils de base, vos caisses, vos ordinateurs, le Wi-Fi, vos caméras, vos capteurs, les capteurs dans les frigos potentiellement, les scanners, le code barre, est-ce que tout ça fonctionne? Si la base ne tient pas, c'est ce qui vient après va être plus difficile. Deuxième question à se poser, est-ce que vos outils se parlent entre eux? Donc, est-ce que l'information est fluide? Est-ce que l'information est partagée entre la caisse, par exemple, avec une application d'inventaire? Est-ce que les commandes, les horaires se parlent? Ou est-ce que chaque système fait sa job isolé? Quand les outils ne se parlent pas, ça crée des doubles entrées, des doubles saisies, des erreurs potentiellement, puis aussi une perte de temps. Troisième question à se poser, est-ce que l'information circule d'une manière facile? Par exemple, comme j'ai mentionné tantôt, si par exemple on a une vente, est-ce que mon système de vente met à jour mon inventaire automatiquement sans que quelqu'un aille déduire combien j'ai vendu ou combien j'ai compté dans mes tablettes? Ou est-ce qu'il faut faire ça sur papier ou Excel? Donc, on veut que la circulation circule d'une manière plus facile. Quatrième question, c'est plus autour de l'utilisation des données. Quelles données, quels chiffres est-ce que vous aimez de voir d'une manière plus facilement, sans aller à fouiller un peu partout, sans aller à ouvrir des livres ou des feuilles ou des cahiers où vous avez peut-être mis ça à la main ou dans un Excel qui existe quelque part? Dernière question, est-ce qu'il y a des tâches manuelles qu'il faut simplifier? Et c'est là où on trouve beaucoup de fois, on a un gain très grand. Quelles sont les tâches qui prennent trop de temps et qui sont peut-être pas nécessairement inutiles, mais qui prend beaucoup de temps à rentrer, à faire. Il faut céduler, il faut imprimer du papier, puis il faut re-rentrer potentiellement quelque part, comme les commandes ou un changement de prix ou même la gestion des horaires ou même un suivi de personnel. Ces tâches sont souvent là où les meilleurs endroits pour commencer à automatiser. Je vous donne un exemple simple. On a un gérant qui fait encore des commandes à partir d'une feuille imprimée. Donc, il garde ses ventes, il regarde ses ventes, il vérifie sur les tablettes en premier, il note à la main ou même en Excel potentiellement, et après ça, il fait sa commande. D'une manière plus simple, plus intégrée, c'est de pouvoir faire ça d'une manière numérique. Donc, une fois qu'on fait une vente dans votre système de POS, votre caisse,
elle va mettre à jour l'inventaire. Automatiquement, elle registre la transaction dans le système de comptabilité. Et donc, d'une manière plus automatique, on sauve beaucoup de temps et on est plus actif, on est mieux servi, puis on peut voir moins de pertes, moins d'erreurs à la saisie de l'information. Prochaine. Parfait. Euh, Par où commencer quand on fait tout ça? Donc, on l'a mentionné au début, là, la transformation, c'est pas une course, c'est un chemin à suivre. Et puis la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on peut le parcourir à son rythme, ce projet, ce chemin-là. On n'a pas besoin d'aller vite, on va à son rythme. C'est peut-être ça le mot-clé à retenir. Donc, quand on veut avancer sans se compliquer la vie, l'important, c'est vraiment de prioriser. Vos commerces ont toutes sortes d'enjeux en parallèle, en même temps. Donc, c'est quand même d'identifier ceux qui sont peut-être les plus critiques pour vous, qui vous causent le plus de pertes ou le plus de temps perdu ou le plus d'erreurs. Donc, c'est vraiment de prioriser ce qui fait mal aujourd'hui. Et puis là, ben, on peut commencer à relier le numérique à ce qui fait la différence dans votre commerce. Comme par exemple, réduire les pertes, améliorer le service au client ou juste gagner du temps. Hein, on a toutes des pénuries de main-d'œuvre des fois, donc si on est capable de faire mieux avec le même monde ou en faire plus avec le même monde, c'est automatiquement un gain pour vous. Ensuite, il faut aussi désigner des responsables. En tant que chef d'entreprise, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas prendre tout ça sur vos épaules. Ça prend une divulgation, un partage de ces responsabilités-là, d'une part parce que l'engagement qui est lié à un partage de responsabilités va faire en sorte que vous ne serez pas tout seul à ramer dans le sens du numérique. Donc, vous avez probablement des gens, des jeunes, des gens avec haut potentiel chez vous que vous voulez développer pour qu'ils restent. Donc, quelqu'un pour l'inventaire, quelqu'un pour les horaires, quelqu'un pour les commandes. Que ce soit clair pour l'ensemble des équipes, que c'est ces personnes-là qui sont responsables pour pas que d'une part ce soit flou, que ça tombe entre deux chaises. Hein, quand personne n'est vraiment responsable, personne ne prend l'initiative. Et donc, ça finit par être laissé au hasard à celui qui prend l'appel, disons. Puis, ben, on se donne un calendrier qui est simple, réaliste, peut-être agressif, réaliste tout le temps. Là. Si on met trop de temps, souvent, ben, il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a une inertie qui se crée. Donc, d'être agressif, mais réaliste, parce que c'est inutile de tout faire en même temps. C'est mieux de faire un chantier, de le compléter, puis de passer à l'autre, plutôt que de tout lancer en même temps. Euh, Finalement, ben, on va tenir compte des dépendances, parce qu'il y en a des dépendances. Tout simplement, est-ce que vous avez une connexion Internet fiable? Est-ce que pour installer un nouveau logiciel? Est-ce que la maturité numérique qu'on a discuté tout à l'heure fait du sens? Est-ce qu'on vient mettre un outil qui est trop compliqué, par exemple, que les gens ne vont pas adapter ou qui ont une interface graphique là, complexe ou affreuse, entre guillemets, là? Donc, le numérique, ça se bâtit sur des bases solides, puis c'est une étape à la fois. Donc, en résumé, d'avoir un petit plan clair, ça vaut toujours mieux qu'un grand changement mal préparé. Parce qu'en plus, quand on réussit un petit plan clair, mais on peut célébrer ces petites victoires-là, puis donner le goût au reste des gens, des employés, d'y aller avec l'étape numéro 2, puis ensuite à l'étape numéro 3. Donc, c'est de bâtir cette confiance envers le numérique-là, étape par étape, qui est gage de succès. Je vais aller à la prochaine. Donc, si on parle un peu des données, parce que les données deviennent le moteur de la prise de décision, mais aussi c'est le moteur qui est dans votre entreprise. Et nous, en général, on parle d'une mine d'or. Donc, une des choses à comprendre, c'est d'où vient l'information. Dans votre magasin, l'information vient un peu de partout. Elle vient des caisses, on fait des paiements, elle vient des cartes de fidélité, elle vient potentiellement des frigos, des senseurs, ce qu'on a dans les frigos, dans les balances. Si on a des senseurs même dans les portes, on a des senseurs un peu partout, même des caméras. Donc, il y a beaucoup d'informations, de data, de données qui est produite la journée longue. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informations et il faut gérer cette information.
Et même si on regarde aujourd'hui dans vos établissements, souvent cette information est gardée en silo, dans plusieurs petits systèmes, puis on n'utilise pas. Donc pourquoi cette information est importante? Parce qu'elle sert à répondre à des questions simples et même à des questions compliquées. L'information est une mine d'or qu'il faut aller exploiter. Et souvent, on oublie ou on ne fait pas assez d'attention à comment est-ce qu'on va gérer l'information. Par exemple, l'information peut répondre à des questions comme qu'est-ce qui se vend vraiment? Quels sont nos produits qui se vendent le plus? Qui sont les produits où on perd l'argent? Qu'est-ce qui manque souvent dans nos tablettes? Quel est le rythme de restocking sur nos tablettes? Donc, l'information nous permet aussi de bien savoir dans un esprit informative live, en temps réel, on peut savoir aussi où on est rendu. Si on prend par exemple un exemple, un dépanneur qui remarque qu'il manque souvent certains produits vendredi soir. Donc, avant, on se rend compte que le vendredi soir, parce qu'il y a un client qui vient et il se plaint qu'on n'a pas un produit sur la tablette ou la tablette est déjà vide. Quand on utilise l'information, par exemple, les ventes sont suivies d'une manière automatique. Le système prévoit que la tablette va se vider très vite. Donc, il peut lancer un message. Ils peuvent même demander à quelqu'un qu'on aille mettre plus de produits sur la tablette. Donc, de cette manière-là, on évite une rupture, on évite une frustration au niveau du client et ça nous permet de faire des ventes plus d'une manière continue. Donc, le numérique, c'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est plutôt de pouvoir bien utiliser l'information, les données que vous avez déjà, mais d'une manière plus automatique et plus intelligente. Prochaine. On va parler maintenant vers des commerces plus connectés et plus efficaces. On l'a dit tout à l'heure, le commerce de demain, c'est pas nécessairement plus gros, mais il va être mieux connecté puis mieux organisé grâce aux données, telles que vient de décrire mon collègue René. Donc, si on regarde les entreprises numériques, leur point commun, peu importe les types d'entreprises, c'est qu'ils vont venir mettre leurs données au centre de leurs activités. On peut parler de planification, des clients, les commerces intelligents, la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est mise en marché, tout ce qui est commande dynamique, tout passe par un noyau digital qui va venir lier toutes ces fonctions-là de votre entreprise. Puis ça peut sembler compliqué vu de même, là, mais même un petit dépanneur a la plupart de ces choses, de ces éléments-là. Vous devez planifier vos horaires, vous avez des clients qui ont probablement eux-mêmes des téléphones cellulaires avec lesquels vous pouvez interagir. Les commerces peuvent devenir plus intelligents à travers des scans intelligents, des caisses connectées à l'inventaire. Ultimement, ça peut même aller rejoindre vos fournisseurs eux-mêmes. Tout ce qui est mis en marché, le positionnement dans les tablettes peuvent se faire plus efficacement à travers l'intelligence artificielle. Puis évidemment, comme René vient de dire, de faire des commandes plus dynamiques, de ne pas être en mode réaction quand il y a un problème ou il y a une rupture de stock, mais de prendre les devants là-dedans. Donc, ça veut dire concrètement que l'information circule entre toutes ces fonctions-là, que ce soit la vente, les stocks, les commandes, la planification des horaires, des fournisseurs. Puis excusez-moi, pardon. Puis grâce à ce noyau digital-là, mais ça va vous permettre de mieux planifier, éviter les ruptures, les surplus, gérer les équipements si vous en avez. Si vous avez des frigos qu'il faut optimiser, tout ça peut se faire à travers ces données-là. Donc, ultimement, tout est mieux, plus cohérent. Donc, les clients sont mieux servis, vos opérations sont plus fluides, la chaîne d'approvisionnement qui compose vos commerces, elle devient plus agile, donc plus en mode proactif par rapport à réactif. Puis
le numérique va vous aider donc à voir ce qui se passe dans le commerce en temps réel, sans avoir besoin de vous cloner puis vous démultiplier pour avoir des yeux partout dans votre commerce. Donc, quand vos données travaillent ensemble, tel que démontré par le petit graphique ici, là, mais votre commerce aussi et vous-même, vous allez travailler mieux à travers tout ça. Puis vous allez pouvoir, évidemment, faire mieux, augmenter vos marges. Ultimement, c'est ce qu'on veut faire par le numérique. On ne veut pas remplacer le numérique, faire exactement ce qu'on faisait avant sans le numérique, parce que là, ça devient seulement une dépense. Éventuellement, ça peut amener à ce qu'on appelle une innovation du modèle d'affaires basée sur les données, donc aller à des endroits que vous ne pouvez pas envisager aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas parce que vos données ne se parlent pas entre elles. Allez? Oui, donc toute cette information-là est gérée par des logiciels. Il y a des logiciels qui sont plus mindés ou ont été conçus pour aider les clients. Donc ici à gauche, en rouge, on voit les clients. Donc il y a des solutions comme des sites web, des sites transactionnels, du commerce électronique qui permet aux clients de placer des commandes, même des fois de payer en ligne. Et donc, ça facilite ce parcours avec le client, l'interaction avec le client. Des solutions pour les clients comme des caisses libres. Par exemple, aujourd'hui, on voit des bornes des caisses libres pour faire nos paiements nous-mêmes quand on va dans le magasin. Donc, ce sont des applications qui sont conçues plus pour aider le client. Même des solutions type marketing, des outils pour promouvoir le commerce, par exemple les réseaux sociaux, des campagnes courriels, des campagnes promotionnelles numériques qui sont mindées plus clients. Il y a aussi des solutions qui sont plus au niveau de l'appui à nos employés ou dans nos opérations. Des outils d'analyse de données, par exemple, comme j'ai mentionné tantôt, il y a des solutions qu'on appelle du BI, l'intelligence d'affaires, où on peut faire des rapports, on peut faire des tableaux de bord qui nous aident à mieux analyser qu'est-ce qui arrive dans le commerce. Il y a des solutions comme la visioconférence ou même des outils de collaboration qui nous aident à mieux communiquer à l'interne de l'entreprise ou du magasin. Il y a des capteurs, comme on disait tantôt, des capteurs qu'on peut utiliser pour détecter combien de fois la porte s'ouvre ou même des caméras qui vont voir le trafic, combien de personnes ont rentré dans le magasin et on peut faire des comparaisons, nombre de personnes qui ont rentré puis combien de dollars ils ont dépensé. Donc, il y a des solutions à toutes les saveurs selon le besoin d'affaires que vous avez. Évidemment, on parle de l'IA aussi souvent maintenant parce que ça nous aide à mieux automatiser, à mieux analyser l'information que vous avez et ça nous aide à prendre des décisions plus rapidement, plus informées même. Et même si on pousse l'IA, elle peut aussi prendre des décisions d'une manière autonome. Donc, ces applications génèrent beaucoup d'informations, comme on l'avait dit tantôt, dans tous vos commerces. Le but ici, c'est vraiment avoir des applications qui se parlent et d'avoir des applications qui vont nous aider à faire des analyses de cette information. Prochaine. Parfait. On a beaucoup parlé de numérique, de technologie, mais une transformation numérique, j'en ai parlé en début de rencontre, là, ce n'est pas juste des logiciels, c'est pas seulement des outils performants, c'est aussi un état d'esprit, j'ai envie de dire. Donc, c'est un équilibre entre les technologies qui sont bien utilisées et vos équipes qui vont savoir pourquoi qu'ils doivent utiliser ces technologies-là, puis comment les utiliser comme il faut. D'investir beaucoup d'argent dans une technologie, puis les gens s'en servent pas, c'est-à-dire qu'ils trouvent des moyens de contournement ou ils s'en servent mal, c'est-à-dire qu'ils viennent polluer l'information qui se trouve dans ces outils-là, ben, on n'a pas gagné grand-chose, là. Donc, l'idée, c'est d'adresser plusieurs piliers dans une transformation numérique qui va inclure forcément la technologie, c'est ce qu'on appelle l'intensité numérique, mais aussi les humains en arrière, ce qu'on appelle la culture numérique.
Donc, si je commence par la culture numérique, on va parler des humains un peu, là. Ça prend le leadership et la stratégie. Ça, c'est votre responsabilité à vous en tant que chef d'entreprise, euh, d'initier le changement, de le gérer, de donner la direction de ce changement-là, de donner le ton finalement. Hein? Parce que si vous-même, vous n'êtes pas convaincu, ça va être difficile pour vos gens d'être convaincus aussi. Votre rôle à vous, si on prend la métaphore de la voiture, là, c'est d'avoir les deux mains sur le volant pour donner la direction, puis de temps en temps mettre le pied sur l'accélérateur quand il y a de la réticence au changement, mais aussi des fois mettre le pied sur le frein quand, à l'inverse, les gens, ils en veulent trop. Tu sais, les fameux tant qu'à y être, là, c'est que tant qu'à y être, on pourrait avoir ça, puis tant qu'à y être, on pourrait avoir ça. Ça finit par complexifier le changement. Bien sûr, les employés aussi, ils ont leur connaissance, ils ont leur capacité. Il faut être en mesure de détecter ça chez vos gens, puis d'identifier lesquels parmi vos employés peuvent être les moteurs de ce changement-là, parce ils ont une influence, une crédibilité auprès de leurs pairs, PAIR, là, et puis ça va leur permettre de diffuser la volonté que vous pouvez avoir en tant que leader de façon plus efficace et plus uniforme dans le reste de l'entreprise. L'intensité numérique, on a beaucoup parlé de tout ça jusqu'à date, là. Donc, oui, il y a l'expérience client. Donc, on fait tout ça parce qu'on veut ultimement desservir nos clients de façon plus optimale. Ça prend des données, comme on en a déjà discuté. Pour capturer et faire parler ces données-là, ça va nous prendre des technologies numériques, donc des fameux logiciels qu'on parle. Puis éventuellement, d'avoir tout ça sans avoir des processus clairs qui nous dit quoi faire, quand le faire, puis gérer ces processus-là aussi. Je dis souvent, établir un processus, c'est extrêmement facile, mais de le faire vivre, de le maintenir dans le temps, puis de le faire évoluer, c'est une autre chose. Donc, la technologie, elle évolue constamment. Les processus aussi vont devoir forcément évoluer constamment. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui font en sorte qu'une transformation numérique est un succès ou un échec. Donc, quand les outils vont soutenir les gens et non pas l'inverse, euh, mais en même temps, quand les gens vont donner du sens aux outils en les utilisant comme il faut, c'est cette adéquation-là qui va faire en sorte qu'un projet numérique va être un succès par rapport à d'autres. On en a vu plein d'autres, René et moi, des fois dans des entreprises, des méga corporations qui investissent massivement dans le côté intensité et qui négligent l'aspect humain derrière et bien, ils s'en vont dans le mur avec ça. Donc, c'est juste à garder les deux aspects en tête lorsque vous faites, quand vous décidez d'aller vers un projet de transformation numérique. Je vais continuer avec la cybersécurité. Quand on commence à imaginer qu'on a l'information de nos entreprises consolidée dans un seul système, accessible théoriquement par tout le monde et de partout, ben, il faut avoir une certaine prise de conscience par rapport aux risques de la cybersécurité. On dit souvent que ce n'est pas une question de si vous allez être hacké un jour, mais plutôt du quand. Puis ça a des conséquences, forcément. C'est sûr que ça a des conséquences financières, mais de réputation, vos opérations sont chamboulées. D'avoir conscience qu'à 90%, les problèmes liés à la cybersécurité, c'est une erreur humaine. Donc, d'avoir cette conscience-là, ça va vous aider beaucoup. Puis de préparer déjà un plan de résilience pour quand vous serez hacké. Je dis toujours, c'est pas si vous allez être hacké, mais c'est plutôt le quand vous allez être hacké. La cybersécurité, c'est pas juste un problème de grandes entreprises, de multinationales ou d'États. C'est une réalité qui touche de plus en plus les petits commerces, maintenant, ici et de plus en plus. Donc, ces risques-là sont souvent très simples. C'est des erreurs humaines. On accepte, on accepte un lien qu'on n'aurait pas dû, un mot de passe qui est faible, un problème technique. Quand l'incident arrive, ça peut être très lourd pour vous, des grosses pertes, interruption des opérations, des enjeux légaux potentiellement. Vous avez tout entendu parler de la loi 25, hein? Quand on commence à capturer des informations de nos clients, on est tenu à une certaine rigueur quant à la protection de ces données-là. Puis ça, l'effet pervers de ça, c'est que ça crée une perte de confiance.
de vos employés, de vos fournisseurs, de vos clients aussi, ultimement. On a tout entendu parler de ce qui s'est passé avec Desjardins. C'est sûr que ça reste la grande entreprise, mais de plus en plus, les problèmes-là attaquent les plus petits commerces. Bonne nouvelle, par contre, c'est que c'est possible de réduire les impacts en développant une culture de sécurité. Donc, faisant un bilan de ces systèmes, puis en ayant un plan clair en cas de problème. Être prêt, ça ne veut pas dire empêcher les incidents, parce que c'est impossible d'avoir une protection à 100%. Mais c'est surtout de savoir réagir rapidement quand ça se passe, de bien communiquer, puis assurer la continuité de vos activités quand ça va arriver. Fait que le vrai risque n'est vraiment pas de ne pas être attaqué, c'est juste d'être prêt, d'être conscient que ça peut arriver, puis qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive. Donc, quelques gestes simples pour protéger votre commerce. Souvent, des petits gestes qui font la plus grande différence. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut que vous engagiez une firme en cyberprotection qui va coûter une fortune pour protéger d'éventuelles attaques. C'est vraiment de prendre des bonnes habitudes à adopter au quotidien. Pas de le faire une fois par année ou une fois par mois. C'est vraiment d'être conscient que ça peut arriver à tous les jours. Par exemple, sécuriser les systèmes de caisse avec des mots de passe solides. Trop souvent, on voit le mot de passe, c'est QWERTY ou QWERTY 1, 2, 3, ou d'avoir quelque chose d'un peu plus compliqué va beaucoup aider à cette protection-là. Limiter l'accès aux informations sensibles. La plupart des logiciels vont venir avec des niveaux de sécurité liés à des rôles spécifiques. Donc, votre rôle à vous va vous donner accès à l'ensemble des données, mais vous n'êtes pas obligé de donner l'ensemble des données à tous vos employés, par exemple. Surveiller les transactions inhabituelles. Puis ça, l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à identifier ce qu'on appelle les patterns divergents, là. Donc, va vous permettre d'identifier ça. Donc, vérifier les demandes de changement bancaire avant d'agir. Contrôler ce qui est installé sur les ordinateurs. Autrement dit, ne pas laisser l'accès à vos plateformes numériques à que n'importe qui peut installer n'importe quoi. Donc là, on retombe dans le niveau du processus, de s'assurer que autant qu'on a des processus opérationnels, on les comprend bien généralement, mais des processus de données, qui a accès à quoi et comment on peut faire des changements, va devenir tout aussi important. On parle d'antivirus parce que c'est aussi la base. À jour, c'est ça que je veux dire. Souvent, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui vont installer des antivirus quand ils installent les nouvelles technologies. Par contre, ben, à chaque année, il faut faire, ou même plus souvent que ça, il faut faire des mises à jour. Puis ça aussi, ça tombe en deux chaises parce qu'on ne sait pas trop qui doit le faire. Donc, quand on parlait de responsabilité puis d'identifier les rôles et les responsabilités chez vous, c'est important qu'il y ait au moins une personne chez vous qui soit responsable des mises à jour des antivirus. Ultimement, c'est de sensibiliser les employés. Parce que l'erreur humaine, c'est le plus grand risque en cybersécurité. Une équipe informée, c'est déjà une grande partie de la protection. Puis, j'en profite pour mentionner que le CSMOCA offre une formation gratuitement sur son site web. Vous avez le lien ici, puis probablement que Charlotte va pouvoir vous en parler plus en détail par la suite. Mais faire une formation de base, ça fait en sorte qu'on évite, comme je dis, pas l'entièreté des problèmes qui peuvent survenir en cybersécurité, mais une grande partie de ceux-ci. Puis, chaque geste compte en cybersécurité. C'est important que ce soit l'affaire de tout le monde dans l'entreprise, pas juste de votre responsabilité, mais vraiment de la responsabilité de tous et chacun. Ensuite, on va passer à l'intelligence artificielle avec René. Donc, avant de parler d'IA, il faut être clair sur une chose. On ne commence pas par la technologie. On va commencer par un problème concret, un problème d'affaires. Par exemple, un problème comme on a trop de pertes ou nos commandes sont mal ajustées ou nos horaires sont difficiles à gérer ou même il y a un manque de visibilité dans nos ventes. Donc, ce sont des vrais problèmes qu'on va cibler et que l'IA va pouvoir nous aider. Quand on parle de l'IA,
on ne parle pas des robots, on ne parle pas de la science-fiction comme on voit. On parle surtout d'un assistant qui peut nous aider à analyser l'information d'une manière plus vite, plus efficace, qui va pouvoir fouiller dans l'information, puis voir des patterns euh, dans lesquels il faut prendre une décision vite. Même l'IA peut prendre des décisions pour nous si on veut, mais le but, c'est qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre une décision parce que l'IA va nous informer puis va amener toute cette information. L'IA va aussi faire des tâches automatiques, d'une manière automatique et autonome. Elle peut déclencher d'autres tâches aussi à faire. Donc, c'est un outil vraiment que on ne parle pas de science-fiction comme tel. L'IA va en premier regarder vos données. Qu'est-ce que vous avez déjà? Par exemple, qu'est-ce que vous avez dans les ventes, dans vos inventaires, dans vos pertes, dans les horaires? Donc, l'IA va repérer, comme j'ai dit tantôt, des tendances et va pouvoir vous informer, suggérer même comment soulager certaines choses. Il va vous donner des options même pour pouvoir prendre une décision. Donc, euh, elle va pouvoir répondre aussi à des questions comme euh, quel produit se vend le moins, par exemple. Quels produits sont à risque parce qu'il y a une date d'échéance? Ou où est-ce que je perds de temps? Où est-ce que je perds de l'argent? L'IA ne remplace pas un gérant, mais elle va aider le gérant à prendre des décisions mieux informées, plus vite, plus facilement. Si on prend un exemple, par exemple, un épicier a beaucoup de pertes sur certains produits, surtout des produits frais. Avant, on se rend compte d'une perte quand il est trop tard. Le produit commence à être pourri ou il est plus bon. Avec l'IA, l'IA va pouvoir analyser les ventes passées, va pouvoir repérer qu'on a des produits encore sur la tablette et la date d'échéance s'en vient très vite. Donc, automatiquement, il peut déclencher une action. Et quelqu'un peut prendre une décision beaucoup plus rapidement. Donc, il va pouvoir nous signaler qu'il y a certains produits qui sont à risque et il faut les enlever ou il faut faire de quoi, ou une promotion peut-être pour faciliter que ce produit soit vendu ou enlevé des tablettes. Donc, de cette manière-là, il y a moins de gaspillage et moins de pertes. Prochaine. Donc, quand on commence à parler de l'IA, dans l'IA, il y a 5 piliers. Ces 5 piliers, le premier est plus, comme François l'a mentionné tantôt, ça prend une vision, ça prend une stratégie. Et donc, il faut se poser des questions. À quoi l'IA pourrait m'aider concrètement dans mon commerce? Il faut voir, il faut avoir une idée claire, il faut avoir un problème clair aussi. Ou qu'est-ce que je veux améliorer? Je veux moins de pertes, par exemple. Je veux peut-être faciliter la prise de décision au niveau de mon inventaire, par exemple. Donc, on choisit un problème clair et précis. En deuxième, on parle des données. Ici, l'information, il faut se demander, est-ce qu'on a de l'information que je peux utiliser? Elle est où mon information? Dans quel format est mon information? Est-ce que je peux prendre des décisions basées sur cette information? Est-ce que mes gens ont accès? Qui met à jour l'information? Donc, l'information devient un point pivotal pour non seulement mieux gérer, mais aussi pour que l'IA puisse être efficace. On a aussi l'aspect technologie ou outils. Et la question à se poser ici, est-ce que les outils qu'on a choisis sont vraiment des outils pour nous? Utiliser l'IA, il faut l'adapter à la réalité du commerce. Il faut que l'IA vienne répondre à des besoins d'affaires. Et donc, oui, on peut avoir une solution IA, mais est-ce qu'on a l'information? Est-ce que l'information que nous avons, encore une fois, on remonte aux data, est-ce que le data qu'on a
il est bon. Si le data que vous avez n'est pas bon, l'IA ne pourra pas marcher. Quand on parle un peu plus des compétences de vos équipes à l'interne, il faut cibler qui va être l'utilisateur. Et donc, il y a des personnes qu'il va falloir peut-être former à comment est-ce ils peuvent utiliser le chatbot ou comment est-ce qu'ils peuvent utiliser le programme d'IA comme tel, l'agent, parce qu'il va y avoir une interaction avec l'agent et la personne. Souvent, dans certains endroits, est-ce que cette personne-là va pouvoir peut-être mettre à jour certaines questions dans l'agent? Donc, est-ce que ça prend un peu plus de formation? Et en dernier, il y a des règles d'éthique et de responsabilité. Tantôt, François parlait de la cybersécurité dans l'IA, parce que l'IA peut exposer votre information dans l'Internet. Il faut sécuriser l'IA aussi. On ne veut pas se retrouver avec l'information de vos clients dans l'Internet. Et donc, c'est un des angles qui est très important même. Même dans un endroit où on a des capteurs et on a un Wi-Fi, un hacker peut rentrer via le Wi-Fi et causer des dommages au niveau de vos systèmes et aussi au niveau du IA. Prochaine. Donc, si on parle de quelques exemples, ici on a des exemples sur le PowerPoint. Fréquemment, nous on visite des clients et je veux juste vous partager deux exemples. Les gens souvent ont des questions qui se répètent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par exemple, on reçoit des courriels avec les mêmes questions. Ou via le téléphone, on nous appelle tout le temps avec les mêmes questions. Donc oui, on peut avoir un agent qui va monitorer vos courriels et qui peut monitorer vos téléphones et qui va pouvoir répondre d'une manière efficace et intelligente. Et souvent, ce sont les mêmes 10 questions qui se répètent tout le temps. Donc, de cette manière-là, on va avoir moins d'interruptions vers l'humain. Deuxième exemple, on a beaucoup de tâches répétitives. Et donc, l'IA, un agent d'IA peut faciliter, on peut former un agent à qu'il fasse des tâches répétitives, comme faire une analyse d'un rapport de vente. On ne veut pas que quelqu'un s'assoie puis commence à regarder un Excel ou regarder un rapport de vente. L'IA peut faire l'analyse et nous montrer où on a des problèmes et même nous donner des alternatives pour solutionner le problème. Donc, l'IA peut facilement nous aider, par exemple, à analyser ce rapport et potentiellement nous dire, on a un problème. Chaque vendredi de 16h à 19h, il y a beaucoup de gens qui rentrent, ça va nous prendre plus de produits sur les tablettes, par exemple. Donc, c'est un outil qui va nous aider à même prévoir un peu dans le futur. Prochaine. À la BDC, on est une banque canadienne, on fait beaucoup d'analyses, on fait beaucoup d'études sur les impacts qu'un élément ou qu'un autre peut avoir sur les commerces ou les industries du pays. On a fait des rapports récemment sur l'apport du numérique, qu'est-ce que ça donne finalement, quel avantage compétitif le numérique peut apporter. Puis, c'est pour ça, tout ça pour dire que c'est pas une mode, hein. Il y a souvent des modes dans l'industrie ou dans l'économie, mais le numérique, c'est vraiment pas une mode parce que quand il est bien utilisé, il apporte des résultats qui sont concrets et mesurables. Donc, on a ici quelques exemples, là. Les entreprises qui ont amorcé leur transformation numérique constatent des bénéfices concrets, notamment en productivité parce que les tâches sont mieux organisées et certaines étapes sont automatisées, ce qui donne pour effet que toutes les tâches à non-valeur ajoutée pour l'entreprise sont éliminées. Donc, on parle quand même de 60 de gain de productivité. Ça a des impacts directs sur les profits, forcément, parce que quand on est capable de mieux gérer nos stocks, de mieux gérer nos pertes, nos ruptures de stock,
du temps en général de tout le monde, ben, les profits vont certainement découler. Donc, on parle quand même de 50% de profits plus élevés en général par rapport aux entreprises qui n'adoptent pas le numérique. On parle souvent de satisfaction de la clientèle. Quand un service est plus fluide, plus rapide, mieux adapté aux besoins, quand les ruptures sont limitées, quand enfin, tous les autres éléments qui peuvent se lier à l'interaction qu'un client peut avoir avec vous dans votre commerce. On parle quand même de 50% de l'amélioration de la satisfaction de la clientèle. Qui dit client satisfait, forcément dit clients loyaux. Et donc, on est capable de bâtir une base solide par rapport à ça. Je voulais quand même parler de la mesure d'innovation. Quand on a des données, on est capable de transformer notre modèle d'affaires, donc de mettre plus d'intelligence, de créer des cycles, par exemple, de ce qu'on appelle de personnalisation de masse. Hein, c'est un petit peu contradictoire tout ça. Mais quand on est en mesure d'avoir beaucoup de données, on est vraiment capable d'identifier le besoin du client quand il rentre chez nous, avant même que lui-même ait besoin peut-être ou qui a élaboré sur ce besoin-là. Donc, même à petite échelle, c'est sûr que le pourcentage est plus faible ici parce que ça implique un changement de paradigme, mais être en mesure d'innover, de sortir de la boîte, là, de sortir de la boîte de votre commerce pur, puis de commencer à pouvoir envisager, imaginer même d'autres moyens de développer votre business, mais c'est le numérique qui peut permettre ça. Quand on est pris à remplir des rapports, à faire des Excel, puis être toujours en mode rattrapage, ça ne nous libère pas de temps pour être en mesure de réfléchir à comment je peux innover dans mon commerce. Donc, a priori, on peut penser que le numérique complexifie l'entreprise. C'est sûr que pendant la mise en œuvre de tout ça, ça semble gros et compliqué, mais ultimement, le but qu'on cherche à atteindre avec le numérique, c'est de vous aider à mieux travailler, mieux servir vos clients, mieux performer. Puis il y a sous les différents aspects de votre entreprise. Donc, à René? retenir pour pouvoir passer à l'action, retenez que le numérique peut vous donner une agilité. Elle vous permet de vous adapter plus rapidement. Quand les habitudes des clients changent, quand les ventes montent ou descendent, les outils numériques vous aident à mieux réagir, à réagir plus vite, à ajuster vos horaires, à communiquer vos prix, à mieux gérer les attentes. Au niveau de l'innovation, le numérique, ce n'est pas un projet qu'on fait une fois. C'est un projet qui continue à vous aider à innover potentiellement. C'est une façon d'améliorer vos façons de faire petit à petit. On teste, on ajuste, on améliore, puis on innove et on continue. Au niveau de vos données, vos données sont votre allié. C'est votre mine d'or qu'il faut utiliser. Tout ce qui est chiffres de vente, de pertes, des horaires, informations, l'intelligence aussi qui est là-dedans, ces informations vont vous aider à prendre des décisions plus rapidement et avec même plus de confiance. Il faut protéger vos informations. Il faut protéger votre commerce. Vos systèmes qui sont là, comme François l'a mentionné, il faut avoir des mots de passe qui sont plus sécures. Le Wi-Fi, il faut le protéger. L'information des clients, il faut la protéger. La cybersécurité est souvent simple. Si on met des pratiques, des bonnes pratiques, par exemple, ouvrir un courriel qui vient de quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple. Ça peut être un enjeu. L'IA, l'IA est là pour vous aider et pas pour remplacer des gens. Souvent, les gens pensent, une des premières choses qu'on attend, c'est que est-ce qu'on va être remplacé? Non, on va être aidé, on va être supporté par l'IA et non remplacé. Donc, comme message ici de conclusion, le numérique et l'IA ne sont pas des objectifs en soi. Ce sont des outils pour simplifier, pour améliorer votre vie
pour gagner du temps, pour libérer les gens à faire des choses à, à haut niveau, plus cognitives, et vous aide à mieux gérer votre commerce jour à jour. Merci. On arrive à la fin. Donc, je sais qu'on est presque 10 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais juste départager mon écran maintenant, peut-être pour voir un peu Oui, plus. donc, OK. merci beaucoup, François-René, pour la belle présentation. On a eu, dans le fond, l'opportunité de découvrir plusieurs exemples concrets et pertinents. Je vais juste faire un petit rebond sur la formation en ligne en cybersécurité que François a mentionné. Donc, elle a été développée par notre partenaire, le Cyber 101. Elle est disponible gratuitement sur notre site Internet. Dans le chat, je vous envoie le lien pour aller vers la formation qui est 100% gratuite. En gros, c'est une formation qui vous permet d'apprendre à réduire les risques de fraude, de vol de données et d'attaques informatiques pour votre commerce. À la fin de chaque module, un mini-quiz va être proposé aux participants afin de tester leurs connaissances. Puis une fois les modules complétés et réussis, un certificat de complétion va être octroyé. Donc, s'il y en a qui ont des questions, ça serait le moment. On va laisser peut-être une petite minute. Je vois que le temps file, donc je vais continuer s'il n'y en a pas qui se rajoutent dans la conversation. Donc, je vois que Louis est en train d'écrire, mais je ne sais pas si c'est une question. Je vais attendre. Donc, Louis, il mentionne notre besoin, un outil pour nous aider à déterminer notre degré de maturité numérique. Donc, Je ne sais pas si vous proposez. Ah, oui, oui, vas-y, François. non, à la BDC, puis je ne connais pas le lien par cœur, mais sur le site de la BDC, on a un questionnaire en ligne qui permet de faire ça. Donc, je pense que c'est 15 questions assez simples. À la toute fin, ça va vous sortir un rapport en PDF qui va vous être envoyé par courriel. Donc, je n'ai pas le lien par cœur, mais ce que je pourrais faire, c'est le faire suivre à Charlotte, puis qui pourra vous le faire suivre après ça à tous les gens dans le webinaire, parce que ultimement, c'est un bon outil à faire pour tout le monde. Juste Je se pense que je l'ai positionner. trouvé. Ah, tu l'as déjà Je pense que je trouvé? l'ai Bon, trouvé. super. Évaluation de la maturité numérique, je pense que c'est ça. Je vais l'envoyer dans le clavardage. Ouais, François, c'est ça. peut-être juste vérifier pour s'assurer que je n'envoie pas le mauvais outil. Parce que moi, Après, j'ai là, cliqué sinon, dessus, mais je pense que c'est ça. parfait. Oui, c'est en plein ça. Super. Donc, il y a une série de questions, là, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est des questions assez simples. Puis à la toute fin, vous mettez votre courriel, puis un rapport PDF va vous donner votre score de maturité numérique, mais aussi où est-ce que vous vous positionnez par rapport à vos compétiteurs dans le même domaine, puis qu'est-ce que ça implique si vous voulez passer au prochain niveau, par exemple. Parfait. Je vois que Louis est encore en train d'écrire. Donc, avant de continuer, je vais juste voir s'il y a une autre question qui se rajoute. Ah, c'est bon. C'est parfait. Ça répond à sa question. Super. Donc, je vais continuer comme je veux vous libérer. Vous avez sûrement d'autres engagements dans vos agendas. Donc, mais si des questions vous viennent après le webinaire, là, je vous invite à me les faire parvenir par courriel. Puis moi, je vais pouvoir communiquer avec François et René pour vous revenir avec des réponses à vos questions. Avant de terminer, je voudrais que ma collègue vienne partager en clavardage un court sondage de satisfaction. Ça prend que quelques minutes, puis vos commentaires sont très précieux là, pour nous aider à améliorer nos prochaines éditions et nous permettre aussi de répondre à vos besoins. Vous allez recevoir également aussi un courriel avec la présentation. Le webinaire sera aussi disponible en rediffusion sur notre site Internet et on vous invite encore une fois là, à le partager à vos collègues. Pour finir, si vous souhaitez approfondir le sujet, il y a une formation en ligne gratuite sur la transformation numérique développée par BDC et disponible gratuitement sur notre site Internet. Donc, vous pouvez aller la suivre. Merci encore pour votre participation. Toute l'équipe du CSMOCA et de la BDC est très heureuse de vous avoir eu avec nous ce matin. Puis, on espère vous retrouver lors d'une prochaine édition. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, bonne journée tout le monde. Bonne journée.